Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'emprise après la séparation. L'emprise n'est pas uniquement présente durant la relation au pervers narcissique, elle peut continuer après la séparation. Elle se poursuit très souvent car la victime d'un pervers narcissique n'a pas pu se reconstruire dans son identité et celle-ci a été mise à mal durant l'emprise à cause du harcèlement moral qu'elle a subi. Elle est souvent en burn-out après la séparation et en dépression, dominée par ses peurs, par exemple la peur de l'impuissance, d'être seule, d'être à nouveau abusée émotionnellement, la peur de s'ouvrir à nouveau à une relation et d'être à nouveau manipulée, la peur d'être impuissante face à de nouvelles violences, la peur d'être jugée et de se sentir nulle, d'être dévalorisée à nouveau. Sans énergie, elle n'a pas la force de mettre des limites, ou bien elle met des limites de façon inappropriée, avec des crises de colère, et c'est des colères inappropriées. Elle ne sait pas dire non, elle ne sait pas s'affirmer, elle peut être soit dans le retrait ou dans l'agressivité pour se protéger. Déprimée, elle craint le jugement de son entourage et surtout si l'ex-conjoint pervers narcissique tente à travers son entourage de continuer à la harceler. Il veut encore envahir sa vie. Après la rupture, ça peut se faire par l'entourage, par exemple communiquer des messages indirectement ou bien envoyer de nombreux SMS. Tenter de reprendre contact à partir d'intermédiaires. Eh bien, cela peut être une tentative de reséduction. Se victimiser, par exemple, se plaindre, apitoyer la victime si elle est empathique et généreuse, si elle peut tenter à ce moment-là de le réconforter et à travers ce réconfort, il récupère l'emprise. Ou bien il peut lui proposer son aide pour être à nouveau indispensable par des cadeaux, des travaux de jardin, de bricolage, des contacts sociaux, des démarches administratives. Et donc, toutes ces tentatives de réséduction, évidemment, peuvent ramener la victime sous emprise si elle est encore dans des mécanismes d'idéalisation. Cette idéalisation est une façon de survivre à ce harcèlement moral qu'elle a subi et donc de focaliser sur les souvenirs positifs. C'est la sécrétion de dopamine, d'endorphine qui explique le phénomène. La recherche de plaisir est donc associée à des souvenirs positifs avec le partenaire pervers narcissique ou le partenaire manipulateur durant l'emprise. Et donc, cette focalisation sur les souvenirs positifs, évidemment, elle est restimulée par les tentatives de séduction du pervers narcissique et cela peut ramener la victime sous son emprise. Donc, c'est très difficile de résister à ces tentatives de reséduction, particulièrement si on est encore fragile au niveau de la confiance en soi, du sentiment de sécurité, de l'estime de soi et de l'amour pour soi. Donc la reséduction est vraiment un piège et là c'est très important de se faire entourer de personnes soutenantes, bienveillantes pour justement ne pas rester focalisé sur les souvenirs positifs et avoir une prise de recul, une vision plus globale de la relation et des personnes qui sont soutenantes, bienveillantes, qui peuvent avoir de l'empathie justement pour ces indécisions, ces difficultés à garder de la distance pour se protéger. Maintenant, si ça ne marche pas, c'est la destructivité du pervers narcissique qui revient au premier plan par des comportements harcelants, qu'elle a connus durant la relation d'emprise et donc avant la séparation, c'est-à-dire du dénigrement, de la culpabilisation, des menaces, du chantage, le silence radio et d'autres comportements qui sont liés à ce harcèlement.
Le harcèlement du pervers narcissique ne fait que croître avec le temps, contrairement au comportement d'autres manipulateurs, et donc eh bien, ce harcèlement va croître encore après la rupture, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de couper les ponts. Le pervers narcissique exerce son harcèlement après la rupture par le biais des enfants ou de l'entourage. S'il y a des enfants en commun, il prend l'enfant en otage pour continuer à terroriser le parent cible. Le parent cible craint évidemment de subir les représailles de fait par le biais des enfants, et ce n'est pas évidemment de la parano, c'est une réalité. Le pervers narcissique est animé par de l'hostilité, un désir de vengeance, et donc la rupture est pour lui une nouvelle blessure narcissique qui rappelle les traumatismes de l'enfance, mais il le nie, il ne s'en souvient pas, il fait souffrir pour ne pas souffrir, pour ne pas se reconnecter au traumatisme de son enfance, et donc faire souffrir évite la reconnexion au corps, la reconnexion à la souffrance qui est engrammée dans le corps, et ce mécanisme de dissociation lui a permis de survivre. Il ne tient pas évidemment à l'abandonner si facilement. Donc, il continue les maltraitances psychologiques qui ont été vraiment présentes durant toute la relation d'emprise, en alternance avec des comportements de séduction, afin de rendre la victime confuse et manipulable. Et donc, ces maltraitances psychologiques, eh bien, se répètent. Ce sont à nouveau des humiliations, des négligences, de la culpabilisation, des dénigrements, des menaces, du chantage, mais cette fois-ci qui sont exercés sur les enfants. Par exemple, à cause de toi, j'ai raté ma vie. Si tu ne surveilles pas ta maman, tu ne seras plus mon fils. Si tu m'aimes, tu dois me ramener son ordinateur. Tais-toi si tu vas chez elle, tu ne dis rien. Tais-toi si tu vas chez le psy, sinon tu seras responsable de ma mort, etc. L'enfant est donc souvent l'objet de la même séduction que le parent victime a vécu durant la relation d'emprise. Et le parent victime a vécu cette séduction et cette idéalisation de sa personne parce que c'est ce que le pervers narcissique a lui-même vécu durant son enfance. Il a été mis sur un piédestal ou bien il a été en alternance séduit et maltraité. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique de la relation d'emprise, cette alternance entre séduction, destruction, souffler le chaud, souffler le froid. Et cela, ça rend le cerveau complètement confus. Ces messages paradoxaux empêchent la réflexion et la mobilisation donc du cerveau préfrontal capable d'analyser, d'observer, de prendre du recul et donc de réguler les émotions. Donc l'enfant est idéalisé, lui aussi, mis sur un piédestal, corrompu par de nombreux cadeaux ou par l'absence de règles stables, de limites, afin de l'instrumentaliser. Il sert de confident pour faire partie de la campagne de dénigrement exercée par le parent pervers narcissique contre son ex après la rupture. Le pervers narcissique dénigre son ex auprès de ses proches également, afin de poursuivre son projet de destruction de l'autre. Il ne reconnaît pas l'autre dans sa différence, et cette non-reconnaissance, évidemment, se poursuit après la rupture. En général, le parent victime s'en aperçoit et l'insécurité qui accompagne son burn-out, sa dépression, lui fait craindre à la fois le jugement des autres, ses proches, sa famille, son entourage, ses amis, mais aussi celui de ses enfants. Il craint très souvent d'être rejeté par ses propres enfants et parfois, eh bien, à cause de ce sentiment de loyauté que l'enfant éprouve vis-à-vis de son parent, eh bien, c'est ce qui peut arriver avec un parent pervers narcissique. C'est que par loyauté, par peur finalement du rejet,
à travers toute cette manipulation qu'exerce le parent pervers narcissique, l'enfant est amené à rejeter l'autre parent. Et ça s'organise de façon progressive, c'est vraiment calculé par le parent pervers narcissique. Il pousse l'enfant finalement dans ses extrêmes, il le met dans un tel conflit que l'enfant, pour avoir la paix, pour être libre, il va finalement accepter l'aliénation parentale et donc finalement lui-même entrer dans une campagne de diffamation contre son parent. Et cela s'accompagne de crises, de colère, de rejet explicite ou implicite, d'isolement, s'enfermer dans sa chambre, ne plus vouloir parler, ne plus vouloir voir la famille du parent victime. Et donc de plus en plus finalement la relation devient insupportable au point que finalement il devient impossible de rester ensemble. Et donc le parent victime qui subit tout cela, il entre dans un sentiment d'insécurité de plus en plus grand, et cela s'accompagne de ruminations. Ces ruminations sont là parce qu'il y a de l'insécurité, des peurs, et le parent victime veut essayer de se faire comprendre du monde extérieur, être reconnu victime, mais il n'y arrive pas. La personne n'arrive plus à s'occuper d'elle, également en état de dépression, en état de burn-out. Elle n'a pas l'énergie, elle se sent vide, elle se sent trahie, elle se sent coupable et nulle. Et donc tous ces sentiments pénibles l'accablent et malheureusement l'entourage ne comprend pas son vécu et ce vécu lui fait peur. Et donc par peur, l'entourage peut être très culpabilisant, du genre bouge-toi, au lieu de ruminer, tu dois être fort, passe à autre chose. Et la victime ne se sent pas comprise. La victime ne se sent pas capable d'agir et d'accéder à ses ressources. Ou bien elle a peur de se détendre, elle a peur de quitter son état d'hypervigilance par peur de ressentir la peur, par peur d'une nouvelle menace qui puisse apparaître si elle se laisse aller. La solution est donc de prendre conscience des comportements de survie qui sont présents en elle et qui l'empêchent d'accéder à ses ressources. Ces comportements de survie sont déclenchés par le cerveau reptilien et ils sont au nombre de 4, combattre, fuir, se figer, appeler à l'aide et se soumettre. Ces comportements sont des défenses contre l'insécurité, contre des peurs archaïques générées par le cerveau reptilien suite au harcèlement moral subi durant la relation d'emprise, mais qui se poursuit finalement au-delà de la rupture. Les reconnaître permet de les apaiser. C'est une façon de mettre fin à l'emprise du pervers narcissique après la rupture. Il a toujours finalement de l'emprise sur elle tant qu'elle lui donne le pouvoir de lui faire peur. Apaiser ses peurs, c'est reprendre son pouvoir sur sa vie. Cela demande de prendre conscience de celle-ci afin d'identifier le besoin qui est sous-jacent afin de le satisfaire. Prenons un exemple. Par exemple, si la victime n'ose pas s'ouvrir au monde et reste isolée après la rupture, elle reste souvent sous l'emprise du pervers narcissique qui la harcèle. La solution est de reconnaître cette peur de s'ouvrir et de reconnaître que cette peur de s'ouvrir, c'est la peur d'être à nouveau abusée émotionnellement, trahie, impuissante ou seule. En reconnaissant sa peur, elle peut alors chercher une ressource pour l'apaiser et trouver autour d'elle ces ressources ou en elle. Elle identifie le besoin de sécurité, par exemple le besoin d'appartenance frustrée qui est sous-jacent à ses peurs. Et alors elle peut satisfaire ce besoin d'appartenance, ce besoin de sécurité. Elle peut se sécuriser
en étant par exemple capable de prendre conscience de l'état de son corps. Tiens, comment je me sens là, ici et maintenant, où sont les tensions dans mon corps, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est l'émotion sous-jacente. Ou bien, si elle est coupée de son corps et qu'elle n'y arrive pas, ce qui est très souvent le cas, eh bien alors elle va chercher dans son environnement ce qui peut l'apaiser. Un premier exercice, c'est de faire l'exercice d'orientation du regard. Donc, c'est Peter Levine qui a proposé cela aux victimes traumatisées. C'est présent chez les animaux pour voilà, repérer s'il y a un danger. Donc, nous envoyons un signal à notre système nerveux. Nous sommes ici et maintenant en sécurité. Et donc, ça peut diminuer ce réflexe de l'hypervigilance qui est finalement un réflexe du système nerveux pour se protéger. Donc, nous faisons l'exercice d'observer dans notre environnement s'il y a un danger. Et donc, même si notre partie rationnelle sait qu'il n'y a pas de danger dans cette pièce, nous envoyons quand même le message à notre système nerveux. Et donc, à notre inconscient, nous sommes en sécurité, nous regardons tout autour de nous, il n'y a pas de danger. Ensuite, nous pouvons poser à ce moment-là notre regard sur un objet qui nous apaise et prendre conscience de l'état d'apaisement en nous. Cet état d'apaisement est l'état de sécurité. Il provoque la sécrétion de la sérotonine, l'hormone du bien-être et de l'apaisement. Et c'est en cherchant des ressources qui procurent cette sécrétion de sérotonine que la personne va retrouver son état de sécurité, de bien-être et pouvoir davantage restaurer sa confiance en elle, son estime d'elle, mieux mettre des limites. Donc, si son corps est apaisé, elle peut alors envoyer à son esprit des signaux positifs. Tiens, telle relation est bonne pour toi, telle relation n'est pas bonne pour toi. Elle peut faire un tri dans ses relations et s'ouvrir au monde dans un état de sécurité. Ou bien, si sa peur de se laisser aller et de lâcher, l'hypervigilance est là, par peur d'être à nouveau submergée, par le sentiment d'impuissance, l'état d'effondrement aussi, eh bien, elle peut chercher des ressources de puissance. L'exercice donc de l'orientation du regard, ça aide aussi. La focalisation du regard sur du positif. La respiration de la cohérence cardiaque peut aider certains avec le recours à un souvenir positif de puissance. Quand est-ce qu'elle s'est sentie puissante dans sa vie? Donc la puissance n'est pas le pouvoir sur l'autre, la puissance est un état intérieur où on se sent plein d'énergie, où la force est là, cette force qui nous permet par exemple de dire non. Donc la peur d'être vulnérable peut l'inciter aussi à se fermer et à renforcer des défenses de type combatif. Combattre, donc, c'est contrôler ou juger. Elle pique alors des colères inappropriées, elle veut tout contrôler. C'est le comportement de survie par le combat. Et donc, la solution est d'identifier la peur et l'insécurité sous-jacentes pour l'apaiser et apaiser le besoin frustré. Il peut s'agir de la peur, par exemple, d'être incapable. Être incapable, donc, qui est en rapport avec la compétence, l'estime de soi. Et donc, la personne peut, par exemple, se souvenir d'événements où elle s'est sentie compétente, où elle a été félicitée, où elle a été fière d'elle. Et ça, c'est important pour pouvoir satisfaire le besoin de reconnaissance qui est frustré suite à cette relation d'emprise. Pour en savoir plus sur ce sujet, eh bien, je vous recommande mes 2 livres qui ont été écrits pour aider les victimes. Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme aux éditions Ellipse. Dans la collection 100 questions-réponses, vous avez aussi les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, toujours chez Ellipse. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.